Nous arrivons donc au chapitre 15, aux déclarations et proclamations, et en 1501, c'est une déclaration pour la Journée mondiale des villes pour la vie contre la peine de mort, et je cède la parole à ma collègue Émilie Soulier. Merci beaucoup. Madame Thuillier, à vous la parole. Merci, Madame la Présidente. Alors, on parle des villes pour la vie contre la peine de mort. Ça m'a fait plaisir de travailler, de faire des démarches en 2014 pour que la Ville de Montréal joigne ce mouvement, ce que nous avions fait à l'époque. Et nous réitérons aujourd'hui, c'est ce que je souhaite vous demander au Conseil municipal, de réitérer l'engagement de la Ville de Montréal dans ce mouvement international, parce que bien qu'au Canada, nous ayons aboli la peine de mort en 1976, il y a déjà 43 ans, il faut savoir qu'il y a encore 55 États dans le monde où la peine de mort est toujours d'actualité. Et de très nombreuses personnes sont visées tous les ans par des peines de mort actives ou en suspens. Donc, ça touche de nombreuses personnes partout dans le monde et Montréal souhaite continuer à prendre sa place sur la scène internationale. Il y a 30 villes au Canada qui font la même démarche que nous, 2000 villes à l'international, 80 capitales, 92 pays. Donc, vous voyez, c'est un mouvement qui est très important, un mouvement qui est grandissant. Alors, je ne vous lirai pas la déclaration complète. J'en profite pour dire que je suis appuyée par ma collègue, Mme Filato, qui n'est pas dans la salle. Dois-je trouver un autre appuyeur, monsieur? C'est correct, d'accord. Donc, nous devons poser une action symbolique. Hein, c'est la date, c'est le 30 novembre. Dans les dernières années, nous avions travaillé avec l'organisme Amnesty International qui porte ce mouvement et il y avait des projections qui étaient faites notamment au quartier des spectacles. Et cette année, nous travaillons à un nouveau concept qui est, en fait, toutes les villes illuminent un bâtiment intéressant, important dans leur ville. Et pour cette année, ça sera une première, nous proposons d'illuminer la biosphère qui est située au parc Jean-Drapeau. Donc, le 30 novembre, la biosphère sera illuminée en l'honneur du mouvement Ville pour la vie, en fait, des Villes pour la vie contre la peine de mort. Et je souhaite proposer à mes collègues de voter en faveur de cette déclaration. Merci, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Mme Thuillier. Monsieur Miellé, à vous la parole. Merci, Madame la Présidente. Alors, à mon tour, au nom de l'opposition officielle, de joindre ma voix à celle de l'administration pour, évidemment, déclarer cette Journée mondiale des villes pour la vie et contre la peine de mort. 690 personnes, Madame la Présidente, seraient mortes en 2018 de la peine de mort, 300 de moins qu'en 2007, aux mains d'un bourreau payé par l'État après un processus judiciaire. Nous ne comptons pas ici la Chine qui, malheureusement, tue encore plusieurs milliers de personnes par année. Si nous l'avions aboli au Canada en 1976 pour les assassinats et seulement en 1998 pour les infractions militaires, ce travail des consciences ne se termine jamais. Il faut se souvenir qu'en 1987, certains tentèrent de ramener la peine de mort et que la Chambre des communes s'y refusa à 148 contre 127. C'est assez désolant de se rappeler ça et on est à peine en 1987. L'opinion publique n'est d'ailleurs pas encore au Canada totalement convaincue de l'ignominie de cet acte. Plus de 60% des Canadiens l'appuient encore, un chiffre qui ressemble à celui, malheureusement, de certains voisins. Nous restons tout de même chanceux qu'au Canada et dans le reste du monde, nous avons encore 56 pays qui sont non abolitionnistes et quoique ce chiffre est en baisse, dans le reste du monde, donc, il y a encore 56 pays qui sont non abolitionnistes et que ce chiffre, une chance qu'il est en baisse. Il y a un risque terrible de voir cette injure à la dignité humaine revenir en force. On le souligne dans la déclaration, Madame la Présidente, que le 30 novembre marque l'anniversaire que un État, donc à l'époque du grand-duc de Toscane, en 1786, déjà on pouvait voir qu'il y avait une analyse et une prise de conscience que c'était néanmoins une façon de faire perdurer la barbarie et une chance que certains avaient déjà tramé la voie à abolir
ce qui représente l'antipode même de la justice. Si certains le voient comme le châtiment ultime, c'est plutôt l'abdication même d'un système judiciaire qui devrait avoir une finalité qui est beaucoup plus digne de tout humain. Imaginez la lâcheté. Souvent au Québec, les personnes qui étaient appelées à être des bourreaux étaient aussi les personnes les plus exclues de la société à l'époque. On faisait appel souvent à des personnes noires. Et donc, non seulement la lâcheté de commettre l'acte ultime que celui de tuer quelqu'un potentiellement d'innocent, mais en plus, la lâcheté de le faire faire par quelqu'un déjà exclu par des politiques discriminatoires et ségrégationnistes. Alors, pour ces motifs, évidemment, ce chapitre doit malheureusement être rappelé, mais rappelé afin que d'autres pays sur notre planète puissent éradiquer ce châtiment qui est celui de la peine de mort. On peut rappeler aussi que Victor Hugo avait certaines citations assez populaires, assez connues, notoires. Il disait « La peine de mort est le signe spécial et éternel de la barbarie. » Et il disait aussi « Heureux celui dont on pourra dire, en s'en allant, il emporta avec lui la peine de mort. » Alors, souhaitons-nous cela et merci à l'administration d'avoir ramené cette déclaration qui Montréal avait amenée la première fois en 2014. Merci, Madame la Présidente. Merci, M. Miele. La parole à M. Rotron. Comme M. Miele, je remercie l'administration pour avoir ramené cette déclaration ici au Conseil. Actuellement, Madame la Présidente, il y a toujours 56 États membres des Nations unies qui retiennent la peine de mort. Et parmi ces nations, il y a des nations qui font la peine de mort, même avec les jeunes, moins de 18 ans. Il y a des autres États qui font les exécutions publiques. M. Miele a parlé de barbarie. C'est un exemple de la barbarie, de l'exécution publique des personnes. Il y a des États où la peine de mort est inégale, utilisée contre les minorités discriminées dans des pays, dans une situation où la règle de loi est très, très faible. Mais aussi dans les pays développés, ça doit être dit qu'il y a 11 pays de haut développement humain, les États-Unis, Japon, Singapour, Arabie Saoudite, United Arab Emirates, Kuwait, Bahreïn, Belarus, Oman, Malaysia, Taiwan, South Korea, Russia, Qatar, Bahamas, Barbados et Brunei, où la peine de mort continue d'exister. Dans quelques de ces derniers pays, il y a un moratoire en place. Il y a quelques membres des Nations unies qui a effectivement aboli la peine de mort pour tous les crimes civils, mais le garde pour les crimes de guerre, surtout Israël, Kazakhstan et Chili. Madame la Présidente, ce Conseil souvent s'exprime dans les dossiers qui dépassent seulement le municipal. Mais c'est bon de le faire parce qu'une ville est beaucoup plus que de remplir les nids de poules ou de ramasser les déchets. On parle pour les grands enjeux et les concerns de nos citoyens. Montréal a, pendant des années, fait prévaloir des valeurs de paix, tolérance, coopération, des obligations pour les pays plus riches d'aider celles qui sont plus pauvres. Et je vois cette déclaration exactement dans le même sens, de s'inscrire dans un mouvement mondial pour un monde beaucoup plus civilisé où la peine de mort ne va pas exister. J'invite mes collègues de l'adopter. J'invite l'administration d'utiliser cette déclaration avec les instances gouvernementales pour que le Canada puisse continuer son travail au niveau international pour faire le lobby contre la peine de mort. Merci. Merci beaucoup, M. Rotron. Alors, cette déclaration est adoptée. Monsieur le leader. Madame la Présidente, à l'item
1502, c'est la déclaration pour le 25e anniversaire du Centre d'expertise et de recherche en infrastructure urbaine. Et je cède la parole à mon collègue Sylvain Ouellet. Merci beaucoup. Monsieur Ouellet, à vous la parole. Ça fonctionne? Oui, parfait. Donc, écoutez, je suis vraiment content de présenter cette déclaration. Il y a une trentaine d'années, un groupe de gens du service des travaux publics de la Ville de Montréal a eu l'idée de créer le Centre d'expertise et de recherche en infrastructure urbaine. Ça leur a pris évidemment quelques années d'efforts, de concertation et de mobilisation avant d'y arriver. Mais en mars 1994, le CIRIU est né. Donc, on est aujourd'hui, donc 25 ans plus tard, et l'importance du CIRIU n'a plus à être prouvée. Le CIRIU regroupe aujourd'hui près de 140 membres, dont le gouvernement du Québec, 74 municipalités qui représentent plus de 65 % de la population du Québec, des universités, des entreprises, des réseaux de techniques urbains, donc on peut penser là, à Hydro-Québec, Énergir, des entrepreneurs spécialisés et des firmes de génie. Grâce à son travail, le CIRIU a permis d'améliorer les techniques, les normes et les politiques supportant la gestion durable et économique des infrastructures. Vous imaginez bien à quel point ces améliorations sont importantes alors que la Ville de Montréal travaille d'arrache-pied à corriger les déficits d'entretien de ces infrastructures. Alors que le CIRIU tiendra du 2 au 4 décembre, donc qui s'en vient, son 25e congrès annuel, nous vous invitons, donc chers membres du collègue, chers membres du Conseil, à appuyer cette déclaration suivante qui réaffirme l'appui et l'adhésion de la Ville de Montréal au CIRIU et qui reconnaît l'excellence du travailleur qui est accompli. Sur une note toute particulière, c'est au gala du CIRIU, donc le gala Infra, que j'ai eu le privilège, en tant que nouvellement membre du comité exécutif, de donner mon premier discours public. donc toujours un petit sentiment d'attachement. Et je trouve aussi à quel point c'est important. Parce que, vous savez, on doit absolument développer une culture de l'entretien. Malheureusement, au Québec, en général, on a peu développé cette culture de l'entretien. On est souvent là pour inaugurer des choses, couper des rubans, mais après ça, très souvent, on a tendance à oublier les infrastructures. Surtout, évidemment, les infrastructures à des durées de vie extrêmement longues, comme des aqueducs, des égouts, qui durent 100 ans. Donc, des fois, le premier cycle d'entretien peut être 2, 3, 4, 5 générations après l'inauguration. Et c'est là, souvent, que le bas blesse. On l'a vu quand on est arrivé ici, avec le fond de l'eau qui était à sec, on commençait à vouloir faire des choses. Donc, ça nous prend vraiment une culture de l'entretien. Ça prend aussi une culture de collaboration entre les différents acteurs qui jouent aussi dans la rue, qui sont dans la rue. C'est pas parce qu'une rue est propriété de la Ville de Montréal que tous les actifs en dessous de la rue sont propriété de la Ville de Montréal. Évidemment, le service de l'eau est un grand joueur. Évidemment, le service des infrastructures avec la surface. Mais on peut penser justement à tous les réseaux de techniques urbains qui sont en dessous et qui, eux aussi, récupèrent énormément, sont en train de rattraper le retard de déficit d'entretien d'actifs et aussi des projets de développement. Peu de personnes le savent, mais présentement, au niveau de l'île de Montréal, Hydro-Québec veut augmenter de 2,5 fois la capacité de livraison électrique. Donc, évidemment, ça crée des travaux dans les rues. La Ville de Montréal fait aussi des travaux pour améliorer son réseau. Et même si on ne voulait pas l'améliorer, les changements climatiques, à cause de la gestion des pluies intenses, nous forcent aussi à améliorer, à faire des choses pour être capable de combler ça. Et finalement, ça prend aussi une culture d'innovation. Et ça, je l'avais dit à mon discours que j'avais fait il y a 2 ans. Écoutez, on a des infrastructures vieillissantes. On a dans des milieux urbains qui sont beaucoup plus denses, beaucoup plus complexes, beaucoup plus congestionnés que quand on a construit ces infrastructures-là. Donc, évidemment, quand on les reconstruit maintenant, ça a un impact beaucoup plus majeur que quand on les a construits initialement. Et ça prend absolument une culture d'innovation pour éviter des impacts, évidemment, pour les citoyens et aussi être capable de respecter la capacité de payer des Montréalais. Donc, sur ça, écoutez, je suis extrêmement content. Donc, je vais vous lire quand même les résolus. Donc, il est résolu que la Ville de Montréal... pardon, c'est pas le bon. Donc, je relisais la peine de mort. Ça, je pense que ça aurait été un peu bizarre. Donc, il est résolu que la Ville de Montréal renouvelle son adhésion et son appui au CIRIU, que la Ville de Montréal reconnaisse l'excellence du travail de recherche, de formation et de concertation réalisé par le CIRIU depuis sa fondation, et que la Ville de Montréal souligne les 25 ans d'existence et d'engagement du CIRIU et félicite tous les membres de l'équipe actuelle de cet anniversaire. Et pour conclure, je souligne également la présence, ici-bas, au premier étage, de Catherine Lavoie, donc, qui est directrice générale du CIRIU,
de Chantal Morissette, directrice de l'eau, mais qui siège sur le CA, donc le conseil d'administration du Sérieux, ainsi que Serge Boileau, le président de la Commission des services électriques de Montréal, qui siège également sur le conseil d'administration du Sérieux. Merci. Donc, longue vie au Sérieux. Merci beaucoup, M. Ouellet. La parole à M. le chef de l'opposition. Merci, Madame la Présidente. C'est un plaisir de pouvoir joindre ma voix à celle de M. Ouellet ainsi que de ce Conseil afin de féliciter le Sérieux sur les 25 ans de son existence. Vous savez, c'était lors de l'administration de M. Jean Doré où il y a une idée de justement créer un certain service. Et il y avait cette volonté de pouvoir encourager l'innovation, de voir exactement quelles sont les réalités particulières sur l'urbanisme urbain, ou plutôt sur les enjeux urbanistiques d'un point de vue municipal. Et grâce à cela, grâce à ce service qui dans le temps a pu développer, l'idée de créer le Sérieux s'est manifestée. Et ça a pris 3 ans. En 1991, lors d'une colloque sur cet enjeu-là, l'idée avait été lancée. Et je tiens à souligner non seulement ceux qui sont actuellement, mais également ceux qui ont été précurseurs dans le temps pour la création du Sérieux. Donc je vais nommer leur nom. C'était sous la direction de M. Serge Bourreau. L'équipe de démarrage comptait plusieurs personnes, notamment M. Joseph Lociano, Marie-Hélène Desbiens, Jean-Paul Collinge, Claude Vincent, Jean-Martin Croteau, Patrice Ruffiange, Philippe Boursier, Martine Pilote, Jean-Daniel Tremblay et Claude Lefebvre. Et je pense que vraiment, lorsqu'on regarde ce qu'il fait dans les autres villes, le Sérieux est un organisme unique au monde. Il est le seul organisme à offrir exclusivement une perspective intégrée de la problématique des infrastructures municipales. C'est le centre de travail, principalement au transfert de connaissances, de la recherche. Et lors de sa fondation, il y avait vraiment 4 objectifs, notamment favoriser une mobilisation québécoise et nationale sur la problématique des infrastructures urbaines, initier et coordonner des projets mobilisateurs d'expérimentation, stimuler de la recherche dans les secteurs stratégiques et encourager la création de partenariats. Après 25 ans, je pense que la pertinence du Sérieux n'est plus à démontrer. Et les besoins en infrastructure, comme l'a souligné M. Ouellet, sont grandissants, sont toujours aussi importantes et on a des défis qui s'annoncent de plus en plus à travers différents égards. Donc, en cette 25e année d'anniversaire du Sérieux, c'est un plaisir de pouvoir reconnaître, saluer et célébrer le travail. Je pense également à titre personnel, j'ai le privilège d'être le président d'honneur en 2016 pour le congrès d'Infra 2016. Donc, avec la permission de la mission, j'aimerais ajouter mon nom en tant qu'appuyeur. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. le chef de l'opposition. Alors, cette déclaration est adoptée. Monsieur le leader. Madame la Présidente, la dernière déclaration du chapitre 15, c'est la 1503, et c'est la déclaration pour la Journée montréalaise de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes et aux filles. Et je laisse la parole à la mairesse de Montréal, Valérie Plante. Merci beaucoup. Madame la mairesse, à vous la parole. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, bien sûr, je me lève pour parler de cette déclaration importante qui revient à chaque année depuis maintenant 30 ans, ici à l'Hôtel de Ville. Et je sais que nous portons tous fièrement le petit ruban blanc aujourd'hui. Je vous invite à le porter aussi pendant tout le mois de sensibilisation face à la violence faite aux filles et aux femmes. Cette année, je pense que j'ai envie de vous parler tout particulièrement du geste qui a été fait cette année pour commémorer la mémoire de celles qui sont tombées sous les balles de cet homme fou. Et c'est ce geste qui a été posé de changer l'écriteau dans le parc du 6 décembre. Et à ce titre, je suis très fière comme administration et je tiens à remercier ma collègue Sue Montgomery, mais également l'ensemble des élus de Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, qui ont accepté, accepté de changer les mots qui étaient sur cet écriteau. Laissez-moi vous dire la première version.
C'était jusqu'à tout récemment, parc du 6 décembre 1989. Ce parc a été baptisé en mémoire des victimes de la tragédie survenue à l'École polytechnique le 6 décembre 1989. Il veut rappeler les valeurs fondamentales du respect et de la non-violence. Celle qui s'y trouve maintenant, place du 6 décembre 1989. Cette place a été nommée en mémoire des 14 femmes assassinées lors de l'attentat anti-féministe survenu à l'École polytechnique le 6 décembre 1989. Elle veut rappeler les valeurs fondamentales de respect et d'égalité et condamner toutes les formes de violence à l'encontre des femmes. Ce geste-là, qui peut sembler bien anodin, ne l'est pas, puisqu'il a permis de rétablir, d'une certaine façon, le cours de l'histoire. Et je pense que pour les femmes, pour les féministes et pour toutes les personnes alliées, les hommes pro-féministes également, cette négation de la réalité, ou du moins de ne pas retrouver ces mots-là nulle part, était douloureuse. Et d'une certaine façon, a empêché beaucoup de gens, bien sûr la famille très très proche, qui ont vécu un deuil terrible et qui, j'imagine, le vivront jusqu'à la fin de leur jour, mais nous tous et toutes dans cette société qui n'arrivions pas nécessairement à faire notre deuil, parce que c'est un deuil que de réaliser que dans une société qui se veut égalitaire et ouverte et inclusive comme celle du Québec, qu'un acte aussi terrible se produise, que l'on tue des personnes basées sur leur genre, qu'on tue des femmes parce qu'elles sont femmes. Et les mots sont importants, et à ce sujet, je remercie également la chercheure Mélissa Blais qui a accompagné, qui depuis longtemps, avec plusieurs autres regroupements de femmes, faisait cette demande. Et je pense que ce changement devrait nous amener à réfléchir de façon plus large aussi à la terminologie qu'on utilise lorsque certains gestes sont posés. Je fais référence ici à la façon dont parfois, en fait très souvent dans les médias, lorsqu'un conjoint tue une conjointe, on va parler d'un crime passionnel. Le crime passionnel, c'est presque romantique. Et alors qu'il n'y a rien de romantique là-dessus, c'est un geste de prise de possession, c'est un geste de quelqu'un qui prend le pouvoir et qui tue une autre personne dans son incapacité de gérer d'autres sentiments. Même chose pour la question d'un drame familial, peu importe de quel côté soit mené. Lorsqu'un parent tue des enfants, ça ne devrait pas être nommé comme un drame. C'est en soi, ça devrait être traité comme un homicide, comme c'est ça la réalité. Il faut qu'on soit capable de nommer les choses pour amener à une conscience plus grande. Bien sûr, dans ces deux cas, souvent, ce sont les femmes qui sont victimes, effectivement. Il peut y avoir des hommes également. Mais je pense que ça ramène à notre capacité comme société à prendre nos responsabilités et à nommer et à dire haut et fort que même dans une société égalitaire comme celle du Québec, même où on se targue et on aime penser que les hommes et les femmes sont égaux, ce n'est pas le cas quand il est question de la violence. Et bien qu'on ne veut pas que la violence soit égale, on voudrait qu'elle n'existe pas. Mais celle qui va à l'encontre des femmes et des filles, elle est absolument désastreuse. Elle est là quand on passe à la traite des femmes, quand on passe à la prostitution, quand on passe à la violence tout court, aux gestes, aux crimes qui sont posés sur les femmes et les filles. Alors, cet écriteau, pour moi, il m'a fait un bien fou. Il m'a fait du bien parce que je me suis dit que je pouvais vivre ce moment que je me suis refusée à vivre comme féministe du haut de mes 15 ans parce que ça me faisait trop mal de penser que tout un pan de ma société disait que j'étais un problème parce que j'étais une femme et surtout parce que j'étais une jeune féministe. Et là, d'entendre et de voir ces mots me fait extrêmement du bien. Je sais que je ne suis pas la seule. Alors, pour terminer, j'aimerais bien sûr souligner la mémoire de ces 14 femmes, ces jeunes femmes qui avaient l'avenir devant elles et qui n'auront jamais eu la chance de vivre tout ce qu'elles auraient dû vivre, avoir une carrière, peut-être des enfants, voyager, s'acheter une maison, faire des choses qu'elles avaient envie, contribuer à la société. Alors, je tiens à les nommer. Geneviève Bergeron, étudiante en génie civil. Hélène Colgan, étudiante en génie mécanique. Nathalie Croteau, étudiante en génie mécanique. Barbara Daigneault, étudiante en génie mécanique.
Anne-Marie Edward, étudiante en génie chimique. Maude Iviernevic, étudiante en génie des matériaux. Barbara Kluchnik-Vidayevich, étudiante infirmière. Maryse Laganière, employée au département des finances. Maryse Leclerc, étudiante en génie des matériaux. Anne-Marie Lemay, étudiante en génie mécanique. Sonia Pelletier, étudiante en génie mécanique. Michèle Richard, étudiante en génie des matériaux. Annie Saint-Arnaud, étudiante en génie mécanique. Et Annie Turcotte, étudiante en génie des matériaux. Toutes nos pensées sont encore et toujours avec les familles. Et on ne les oubliera pas parce que ce passé-là, il est le nôtre et on doit y faire face. Et ça doit nous amener à toujours être plus conscients et à lutter contre les injustices et à la violence contre les filles et les femmes. Merci beaucoup. Alors, la parole à Mme Boivin-Roy. Merci, Madame la Présidente. Merci à Madame la mairesse pour son vibrant témoignage. Effectivement, nous avons un devoir de mémoire envers les victimes, envers les familles des victimes, envers les femmes et les filles disparues, pour qu'une telle tragédie ne se reproduise plus au Québec et ailleurs dans le monde, évidemment, ce serait souhaitable. Le 6 décembre 89 est une journée qu'on n'oubliera jamais à Montréal. Également, en 1999, le 25 novembre, on décrétait la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes. Alors, cette date venait commémorer l'assassinat politique et sexiste des sœurs Mirabal, 3 militantes dominicaines. 12 jours et 10 ans séparent ces deux dates. Par contre, un seul combat les unit, l'élimination des violences envers les femmes, que plus jamais une femme ou une fille ne soit victime de violence. Le 22 novembre 2010, le Conseil municipal a posé un geste fort en adoptant la déclaration soulignant la Journée montréalaise de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes et aux filles. Nous savons qu'il est primordial d'agir concrètement pour garantir un environnement sans violence pour les femmes et les filles à Montréal, mais aussi partout à travers le Québec. Il reste encore beaucoup à faire, comme Mme la mairesse le dit. D'ailleurs, la question du langage est effectivement une attention sur laquelle on devrait tous se porter. Au Canada, entre 2017 et 2018, les établissements d'hébergement ont accueilli plus de 41 000 femmes et 14 000 filles victimes de violences. Celles-ci représentent 81 % des résidents des centres d'hébergement. En 2016, 76 % des victimes de harcèlement criminel et 89 % des victimes d'agressions sexuelles sont des femmes ou des filles. De tous les crimes commis envers les femmes, 85 % d'entre eux sont commis par des personnes connues des victimes. Alors, ce sont des statistiques pour le moins retentissantes. Également, au Québec, en 2015, les femmes représentent la quasi-totalité des victimes d'homicides, soit 72,2 %, d'enlèvement, 100 %, de séquestration, 97 % et d'agression sexuelle, 97,4 % commis par un conjoint ou un ex-conjoint. Des chiffres comme ça sont sans appel, tout simplement. Aujourd'hui encore, les femmes sont victimes de violences. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à accomplir et atteindre un environnement égalitaire et sans violence? Alors évidemment, nous devons continuer à travailler ensemble pour venir à bout de ce fléau. Il faut étudier toutes les solutions et les projets qui nous permettraient d'éradiquer cette violence. Ceci inclut de revoir nos procédés. Est-ce que les procédés sont efficaces? Est-ce qu'ils répondent aux besoins de la population? Également, revoir les ressources disponibles. Sont-ils faciles d'accès? Peuvent-ils être améliorés? Répondent-ils aux besoins? La question du langage, comme l'a dit Mme la mairesse. Les mouvements MeToo, Not One More et March for Our Lives
Les campagnes anti-féminicides aident les femmes à sortir du silence et permettent à la population de voir l'ampleur du phénomène et exposent les tragédies que beaucoup de femmes vivent encore aujourd'hui. Et les mouvements fonctionnent. Ça, c'est une bonne nouvelle, puisque Statistique Canada nous dit qu'ils enregistrent un bond des dénonciations d'agressions sexuelles de 13 % en 2017 et de 15 % en 2018. Donc, nous devons continuer à travailler fort pour lever le voile sur ce tabou et aider toutes les femmes qui sont prises avec ce genre de situation à sortir de l'ombre. Il faut continuer à mettre des gestes concrets et de revoir notre processus de dénonciation. Montréal a aussi un grand rôle à jouer pour que les jeunes filles et les femmes se sentent en sécurité, car oui, le harcèlement sexuel ne s'arrête malheureusement pas aux limites de notre ville. Le Centre d'éducation et d'action des femmes de Montréal délivrait des chiffres inquiétants suite à un sondage. On se rappellera, on avait parlé ici au Conseil, beaucoup de femmes indiquaient que leur droit de circuler librement dans les lieux publics sans être harcelées n'était pas respecté sur la rue, mais aussi dans le métro, dans l'autobus, aux arrêts d'autobus. Bref, le harcèlement de rue est une triste réalité, même ici à Montréal. Alors donc, nous devons continuer à agir et c'est dans cette optique que nous constatons, d'ailleurs avec grand plaisir et grand soulagement, que la STM a collaboré avec le Centre d'éducation des femmes de Montréal et que la campagne de sensibilisation soit distribuée dans les transports collectifs montréalais. J'ai eu l'occasion d'en parler avec plusieurs reprises avec ma collègue Suzy Miron. Je la remercie d'ailleurs pour son travail dans ce dossier. On a vu la campagne depuis le début du mois d'octobre, donc une campagne d'affichage contre le harcèlement dans le réseau de la STM. Donc c'est un très bon début. Mais évidemment, comme Mme la mairesse l'a dit, il reste encore beaucoup de gestes à poser et beaucoup d'actions à entreprendre pour enrayer les enjeux liés à la violence faite aux filles et aux femmes. Donc continuons ensemble d'être proactifs. D'ailleurs, pendant les 12 journées d'action pour l'élimination des violences envers les femmes au Québec, plusieurs événements sont prévus et nous encourageons tous et tous les membres du Conseil, tous les groupes féministes et toute la population à en proposer d'autres. Nous encourageons les Montréalais et les Montréalaises à y participer, à s'informer sur les ressources et à donner leur avis pour améliorer la situation. Je pense que notre objectif commun est un objectif de zéro violence. Alors, continuons à collaborer ensemble. Merci. Merci beaucoup, Mme la leader. La parole à Mme Zarak. Madame la Présidente, j'aimerais ajouter ma voix à la déclaration pour la Journée montréalaise de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes et aux filles. L'arrondissement La Salle a été malheureusement trop de fois la scène de drames conjugaux qui se sont terminés par la mort d'une conjointe, souvent et tristement sous les yeux des enfants. Bien que la criminalité ait diminué dans notre arrondissement, les actes de violence conjugale ont malheureusement augmenté. 228 cas ont été enregistrés à La Salle en 2017. Et je dois vous souligner qu'on estime que 70 % des cas ne sont même pas rapportés à la police. Chaque jour, les femmes vivent d'un climat de manipulation, d'intimidation, de contrôle et d'agressivité. Il faut agir pour connaître cette violence et offrir des espaces sécuritaires afin de soutenir ces femmes et leur redonner la confiance qu'on leur a volée. Je tiens à souligner le travail des maisons pour femmes victimes de violences conjugales qui offrent soutien et espoir à ces femmes. La violence conjugale, c'est inacceptable. Et l'arrondissement La Salle s'engage à contrer la banalisation de la violence à l'égard des femmes et des filles et participera activement à la campagne de sensibilisation qui se tiendra du 25 novembre au 6 décembre. Merci, Madame la Présidente. Merci, Mme Zarak. Donc, cette déclaration est adoptée. Monsieur le leader. Madame la Présidente, nous allons passer à un chapitre beaucoup moins émouvant du Conseil municipal et entrer dans la section 20 du chapitre 80, qui sont les affaires contractuelles. Et je vais proposer de réunir les items 2001 à 2005 et je serai appuyé par ma collègue Popéanou pour un certain temps. Alors, en 2001, on exerce les deux options de renouvellement
de l'entente cadre conclue avec la firme 1714-141 Alberta Limited. En 2002, on approuve le projet d'entente de partenariat sur l'itinérance dans les métropoles 2019-2023 entre la ministre de la Santé et des Services sociaux, le Centre intégré universitaire de santé et les services sociaux du centre-sud de l'île de Montréal et de la ville de Montréal. En 2003, on abroge les points 1 et 3 de la résolution CG 1806-85 du 20 décembre 2018. En 2004, on approuve le contrat de prolongation de prêt de local par lequel la Ville prête un local au Centre communautaire des femmes sud-asiatiques. Et en 2005, on accorde un contrat à la firme Le Groupe Lefebvre pour la réfection des structures Alpin phase 3. Merci, M. Lévesque. La parole à Mme Goulet. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais intervenir sur le point 20.02. Grâce au bureau de gouvernance en itinérance dont j'ai parlé tout à l'heure et qui a été mis en place il y a 1 an et demi et qui a permis à la mairesse de Montréal et à la ministre de la Santé, Mme Danielle McCann, de collaborer de manière directe et fructueuse. Nous sommes très fiers de vous présenter cette première entente de partenariat en itinérance entre la Ville de Montréal, le ministère de la Santé et des Services sociaux et le CIUS Centre-Sud de Montréal. Alors, cette entente, elle va nous permettre de mettre en action une vision commune des enjeux en itinérance dans notre ville. Elle comporte 4 principaux éléments. Alors, premièrement, on va créer un fonds Réflexe Montréal en itinérance sur 4 ans. Ce fonds sera co-géré conjointement pour financer des projets d'intervention dans l'espace public, mais aussi des espaces d'accueil et d'hébergement d'urgence ou à long terme. On ciblera des groupes moins rejoints par les services actuels, comme les femmes, les autochtones, les personnes aux prises avec une dépendance et les aînés. Alors, une des réalisations rapides de ce fonds, c'est évidemment le Centre de jour Résilience Montréal qu'on a inauguré la semaine dernière à côté du Square Cabot. C'est un projet absolument magnifique et nécessaire, essentiel, qui va probablement faire date dans la manière de travailler en partenariat pour s'occuper d'une situation d'urgence, comme l'est celle des personnes en situation d'itinérance des communautés inuites qui fréquentent le Square Cabot. Alors, deuxième élément de l'entente, la mise en place d'un projet pilote de service de consommation d'alcool supervisé pour venir en aide aux alcooliques sévères ou chroniques. Alors, pour ce faire, un appel de projet va être lancé d'ici la fin de l'année pour un démarrage rapide au printemps 2020. Un troisième engagement de cette entente, et c'est un pas très important, c'est celui d'accorder un financement pour le soutien communautaire en logement social destiné exclusivement à l'atteinte de nos objectifs en création de logements sociaux. Parce qu'on le sait, sans soutien communautaire, beaucoup de projets de logement social pour les personnes en situation d'itinérance ne peuvent absolument pas lever de terre, voir le jour. Et finalement, dans l'entente, eh bien, la Ville demande au ministère de prendre en considération les besoins de Montréal dans les négociations Québec-Canada sur la lutte contre l'itinérance. Alors, cette entente, donc, c'est une première vraiment, vraiment importante, car, outre le fond, on assiste à une manière nouvelle de collaborer avec le gouvernement du Québec sur tout l'éventail de besoins que requièrent les problématiques reliées à l'itinérance, et cela est vraiment très, très prometteur pour l'avenir. Merci beaucoup. Merci, Mme Goulet. La parole à M. Rotran. Merci. My questions will be to Craig Sauvé, and it will deal with 80-2001, which is a renewal of the contract for biodiesel. I read the contract, but there was some information I'd like to have that I did not see in the contract. What I understand is that the STM is, or rather, a regroupment of transit commissions. The Ville and its arrondissement will purchase 14 million liters a year for the next number of years of biodiesel. The total cost is $11.7 million per year. Nowhere in the dossier says how much of that is going to the STM. So I'd like to know what percentage of the total amount will be for the STM. Next, it did not indicate what the concentration of biodiesel is. Can you let me know what amount is just regular fuel and what is biodiesel? There are different admixtures. The STM experimented in the past with them. I'm no longer on the board before a report was supposed to be tabled on December
of 2018, that might already have been done. So I would appreciate if you could tell me what the strength of the biodiesel is. Next, the dossier did say that the STM will favor biodiesel of second generation, which will be produced from garbage, notably from animal fat and used oils. When did the STM begin using second generation biodiesel, and what has the experience been with it? As well, the possible competitors who could have bid in this wanted to provide a biodiesel based on fish oils. I don't know why that wasn't accepted, but the dossier basically says the STM made it clear that it only wanted biodiesel from animal fat and used oils. So I'd like to know what the reasoning was that. Was there a test of biodiesel from fish oil or other sources, and that did not pass the grade? I ask these questions because it means, in my mind, that the STM is actually slowing down the electrification of the fleet. When are we going to have a fleet that is going to be largely electric, not entirely electric, but largely electric? And when are we going to have a fleet that is going to be entirely electric? Clearly, with the purchase of hybrid buses, which have a life cycle of 16 years, and we're purchasing them now, it would, over the next 4 years, it would seem to imply that we won't have an entirely electric fleet before 2040. And the technology is evolving so rapidly that viable electric buses are coming on the market right now. And some operators are already beginning to move up their plans to operate largely electric fleets earlier than they had initially said. But when we lock ourselves into a contract for biodiesel, it implies essentially that we'll still have a hybrid fleet for the long term. Whatever clarity Mr. Sauvé, Vice President of the STM, can shed on this would be very much appreciated. Merci. Monsieur Francesco Miele. Merci, Monsieur le Président. Alors, félicitations encore à nouveau. C'est un plaisir de m'adresser à votre vice-présidence et je tiens d'emblée aussi à remercier encore le mandat qui a servi de façon excellente l'ancien vice-président. Félicitations. Monsieur le Président, j'interviendrai sur le 80-20-03 pour une question d'ordre général. Il y a deux dossiers aujourd'hui où est-ce qu'on procède à l'abrogation d'anciennes résolutions du Conseil. Et dans les deux sommaires décisionnels, j'aurai l'occasion de vous le pointer pour l'autre, on ne réfère pas, on se fie strictement au sommaire décisionnel qui est devant nous, sans nous annexer, ou sans, du moins, on est forcé à aller rechercher dans nos archives les anciennes résolutions. Alors, c'est un commentaire d'ordre général. Si on est pour abroger et modifier le résolu à même le nouveau sommaire décisionnel, je préférerais voir tel quel était le résolu la première fois lors de la première résolution. Ici, l'exemple au 80-20-03, on nous dit qu'il est recommandé d'abroger les points 1 et 3 de la résolution du Conseil d'agglo du 20 décembre 2018, mais je ne les ai pas sous la main dans ce sommaire-ci. Alors oui, je veux bien faire confiance à ce qu'on m'écrit dans le sommaire décisionnel pour me dire que les points 1 et 3 de l'ancienne résolution référaient à des dispositions propices, mais j'apprécierais avoir à l'intérieur même le sommaire d'une résolution parce que le nouveau résolu demande justement l'abrogation. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Conseiller. Monsieur le Conseiller Benoît Langevin. Monsieur le Président, il y a un mois, jour pour jour, se tenait la 30e édition de la Nuit des sans-abri de Montréal. Nombreux ont été, c'est sur le 20.02, nombreux ont été les Montréalais qui ont témoigné leur solidarité envers les personnes en situation d'extrême pauvreté et d'itinérance en passant une nuit dans la rue. L'élan de solidarité a dépassé les frontières de Montréal puisque les habitants de plus
de 30 villes au Québec sont sorties dans la rue ce soir-là. Maintenant, j'aimerais saluer cette entente qui crée le Fonds Réflexe Montréal en itinérance. Plus concrètement, ce fonds finance l'ouverture d'un nouveau centre d'accueil au Square Cabot, Résilience Montréal. J'ai été heureux d'être présent pour son inauguration jeudi dernier. C'est une très bonne nouvelle puisque depuis le déménagement de l'organisme Open Doors dans le plateau Mont-Royal il y a presque un an, trop peu de services sont offerts les soirs et les fins de semaine dans ce secteur qui concentre une population itinérante plus que vulnérable. C'est avec un grand émoi que les Montréalais apprenaient que, depuis décembre dernier, 5 femmes autochtones qui étaient des habitués du Square Cabot sont décédées de diverses causes, dont la toxicomanie, l'alcoolisme, le suicide, l'homicide ou autres problèmes de santé. Au total, 14 personnes, pour la plupart des femmes autochtones, sont mortes depuis l'hiver dernier. L'ouverture de ce centre était plus qu'urgent. Le fonds financera aussi la création d'un wet shelter. Un wet shelter à Montréal, c'est une nécessité. Open Doors est un des seuls en ce jour à accepter les itinérants en état d'ébriété à Montréal. Avec ce wet shelter, les sans-abri de Montréal disposeront enfin d'un lieu qui leur permettra à la fois de se réfugier et d'avoir de l'aide d'experts pour contrôler leur consommation d'alcool. Nous avons hâte de voir les effets de ce centre très attendu par les organismes communautaires. J'espère que l'appel d'offres à projet a d'ailleurs été lancé pour que l'on puisse jouir de cette ressource indispensable au plus tard au printemps prochain. En conclusion, si ces actions sont des points de départ importants dans la lutte à l'itinérance, il reste encore beaucoup à faire pour enrayer les enjeux qui persistent à travers le temps. Je pense notamment à l'itinérance invisible. Je réitère qu'une étude sur cet enjeu précis, on parle des femmes, on parle des jeunes, mais concrètement des analyses qui font ressortir cet enjeu d'une façon qualitative et quantitative, avoir des études qui nous permettent de justement avoir un pouvoir de négociation avec Québec, sont toujours absents. Il faut avoir des résultats par quartier, chose que l'on n'a toujours pas. Si un nouveau refuge consacré aux femmes itinérantes ouvrira ses portes à Montréal en 2021, il manque encore de ressources pour répondre aux besoins spécifiques des femmes, des Autochtones ou encore des personnes transgenres. Prendre en compte l'intersectorialité est aussi de poser des actions concrètes. N'oublions pas non plus que des besoins existent aussi dans les arrondissements périphériques. En janvier 2018, nous avions adopté une motion pour que la Ville de Montréal s'assure de répondre aux besoins de lutte à l'itinérance présents dans les dans les arrondissements et quartiers périphériques. La Commission a d'ailleurs déposé son rapport de recommandation il y a plus d'1 an maintenant. Lorsque je parle de désengorger les ressources existantes en majorité au centre-ville, c'est pour lutter contre cette iniquité jouant un rôle d'invisibilisation de l'itinérance en périphérie. Enfin, n'oublions pas que l'hiver est arrivé et plus tôt que prévu, l'hiver, c'est un défi de plus dans la lutte à l'itinérance. On l'a bien vu cette année, les hébergements d'urgence débordent. Au total, 1600 personnes avaient bénéficié de l'hébergement d'urgence mis en place dans l'ancien hôpital Royal Victoria dans la ville. Cette année, triste est de constater que l'administration n'a pas su s'adapter au froid glacial arrivé plus tôt. C'est très inquiétant. Bref, nous sommes contents de voir que l'itinérance est un enjeu qui prend de plus en plus de place dans l'espace public, mais il reste encore beaucoup de choses à faire pour enrayer cet enjeu plus que complexe. Merci. Alors, Madame Mary Dross. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, nous sommes très heureux sur l'article 20.04, s'il vous plaît. Alors, nous sommes très heureux de prolonger le contrat de prêt de local au Centre communautaire des femmes sud-asiatiques. Le Centre communautaire des femmes sud-asiatiques a pour vocation d'aider les femmes à s'autonomiser et s'intégrer au sein de notre société. La communauté sud-asiatique à Montréal contribue à l'édification de notre société et il est important que la Ville aide les organismes communautaires qui visent à favoriser leur participation à Montréal. Les organismes comme celui-ci jouent un rôle capital à Montréal puisqu'ils contribuent à l'amélioration
l'inclusion sociale, politique et économique des femmes et des minorités culturelles. Merci aux membres du Centre communautaire des femmes sud-asiatiques et à l'ensemble des personnes contribuant à développer un sentiment d'appartenance montréalaise. J'aimerais ajouter que cette association a des chutes, ils ont des locales à Parc Extension ainsi qu'à Côte-des-Neiges NDG. Il aide beaucoup des femmes à s'intégrer dans notre société et j'apprécie beaucoup leur travail. Je tiens à souligner l'importance des organismes communautaires pour notre société, ainsi que l'importance de votre travail et de notre engagement citoyen. L'action communautaire des organismes apporte une réelle solution, soutien qui est concret aux individus, et c'est pour cette raison que la Ville est en train de travailler sur une politique montréalaise pour l'action communautaire. Merci pour votre engagement. Merci, Mme Deroche. M. Craig Sauvé. Bonjour, M. le Président. Content de vous voir là. Donc, en répondant à M. Rotran, dans le droit de réplique. Regarde, comme c'est indiqué dans le sommaire, paraît-il que les biodiesels, c'est 80% de gras animalier, puis 20% d'autres huiles usées, quand ça vient de Parkland. Donc, c'est ça le cas pour cette contrat ici. Si vous voulez plus de spécifications telles que demandées, je n'en ai pas toutes aujourd'hui. C'est très spécifique ce que vous demandez de moi, mais on va essayer de trouver ça. Quant à la question de l'électrification des autobus, comme vous le savez très bien, ça a toujours été 2025. Ce qu'on visait pour commencer à acheter que de l'autobus électrique. Si possible, on fait plus tôt. C'est certain que ça nous intéresse. Déjà, vous avez peut-être noté que la semaine dernière, on a obtenu notre première d'une série de radio flyers qui sont quand même à recharge lente, on commence à promener dans la rue, qui est hébergé à Stinson. On va recevoir les autres 29 d'autobus bientôt. C'est une bonne nouvelle. On a déjà une ligne complètement électrique, le 36, la ligne Monk, ce qui est le programme de cité électrique, qui est électrifié de façon pantographique au lieu de recharge lente. Donc, on expérimente avec les deux systèmes pour pouvoir savoir quel est le meilleur pour notre système. Et on augmente la cadence quand on va pouvoir. Mais déjà, les rénovations pour le garage et autres seraient équipées pour pouvoir accueillir un système complètement électrique. Donc, l'STM, on avance bien. On a communiqué à maintes reprises, ça allait être 2025 pour les nouveaux autobus. On continue sur la même veine et ça va être le cas pour l'STM. Donc, c'est une bonne nouvelle, puis on avance bien. Merci beaucoup, M. le Président. Alors, ces dossiers sont adoptés, M. le leader de la majorité. En fait, Monsieur le Président, je vais proposer qu'il soit adopté à l'exception de 80-2003, que je reporte à une phase ultérieure. Le projet de 2003 est reporté à une phase ultérieure. Consentement? Consentement, alors le projet est reporté à une phase ultérieure. Vous pouvez poursuivre. Monsieur le Président, je vais continuer en réunissant les systèmes 2006 à 2010. Et en 2006, on accorde un contrat à Eurovia Québec Grand Projet pour des travaux de conduite d'eau principale, secondaire et d'égout. En 2007, on exerce l'option de première prolongation dans le cadre du contrat accordé à la firme Mercer. En 2008, on approuve le projet d'entente entre la Ville de Montréal et la ministre de la Sécurité publique pour l'accès au système d'agrégation et de dissémination nationale d'alerte. En 2009, on approuve le projet d'entente entre la Ville de Montréal et le ministère de la Famille du gouvernement du Québec portant sur la communication de renseignements personnels relatifs aux responsables d'un service de garde en milieu familial. Et en 2010, on accorde un contrat à Serviforêt pour les travaux d'abattage de frênes dépérissants et d'arbres dangereux dans les grands parcs. M. Miele, M. Francesco Miele. Merci, M. le Président. J'interviendrai sur 80-2010 sur ce contrat adjugé à Serviforêt. Deuxième fois que l'on met un contrat à Serviforêt. On l'avait fait auparavant aussi, le mois dernier, pour d'autres lots à d'autres adjudicataires. J'ai quelques questions qui demeurent en suspens, dont je ne trouve pas réponse dans le sommaire additionnel. La première, c'est que on nous fait état du décret ministériel qui donne les conditions dans lesquelles l'abattage des frênes doit se faire. Par contre, nous sommes venus, il y a déjà plusieurs mois, venir assouplir les conditions de transport du bois provenant de frênes abattus, de frênes évidemment infectés par la grille.
Et donc, j'étais sous l'impression que, de la même façon que sur le domaine privé, il y a assouplissement. Je me pose la question pourquoi nous, en tant que ville, à même nos parcs ou nos grands parcs, on est encore assujetti à certaines conditions de transport ou de déchiquetage, débitage et tout sur place. C'était ma première question, parce qu'on sait que les gens n'ont plus à appeler le 311 aujourd'hui pour faire débiter leurs freins le long de la voie publique, comme on le faisait par contrat général auparavant. L'autre chose, c'est que, et j'avais passé ce commentaire par le passé dans le cas d'adjudication de contrats du même genre, c'est qu'on nous dit qu'on va abattre un 15 000 freins ici. Par contre, on nous rassure pas. Je comprends qu'il n'y a pas d'essouchement qui se fait en zone de grand parc. Par contre, on ne nous parle pas de la reforestation, donc la forestation à venir. On nous parle seulement des 15 000 arbres et ça aurait été pertinent de nous rassurer sur quel est le plan de forestation pour remplacer. Merci. Merci, M. Mialy. Mme Karine Boivin-Roy. Merci, Monsieur le vice-président. Alors, le rapport de la Commission permanente d'examen des contrats sur ce même dossier 80-2010. Alors, Serviforêt ont octroyé le contrat du lot 4 pour les travaux d'abattage de frênes dépérissants et d'arbres dangereux dans les grands parcs de la Ville de Montréal, 2019-2021, pour une dépense totale de 3,2 millions, incluant soumission de taxes, budget de contingence et variation de quantité. Alors, il s'agit d'un contrat de biens et services d'une valeur de plus de 2 millions pour lequel l'écart est de plus de 20 % entre l'adjudicataire et le deuxième plus bas soumissionnaire conforme suite à l'appel d'offres. Dans ce dossier, les commissaires ont constaté à l'unanimité la conformité du dossier. Ils ont obtenu des réponses à leurs questions relativement à l'écart observé entre l'adjudicataire et le deuxième plus bas soumissionnaire conforme. Cet écart, qui est favorable à la Ville, s'explique essentiellement par une tendance du marché à pratiquer des prix à la baisse en raison de l'augmentation du volume des contrats d'abattage dû à la grille du frêne, à l'exception du deuxième plus bas soumissionnaire conforme qui n'a pas réduit ses prix autant que la compétition de ce marché. En outre, la Commission note avec satisfaction que ce contrat a été divisé en plusieurs petits lots dans l'objectif de permettre à de plus petites entreprises de soumissionner, puisque cette stratégie d'approvisionnement permet définitivement d'ouvrir le marché. Et en conclusion, la Commission souligne la qualité des interventions forestières prévues à la suite des opérations d'abattage qui sont en adéquation avec la biodiversité de chacun des milieux concernés. Les commissaires ont apprécié que le contrat prévoit l'utilisation du bois d'abattage par différents services, arrondissements et villes liées, en plus d'une entreprise d'économie sociale montréalaise en ébénisterie œuvrant en insertion sociale. Alors, ceci participe définitivement à la poursuite des cibles environnementales. Merci beaucoup. Merci, Mme la leader de l'opposition officielle. M. Martin Rotta. Merci, M. Bissonnette. C'est un plaisir de vous voir dans cette chaise, même que j'étais complètement contente avec votre prédécesseur, Sterling Downey. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, mes questions sont pour Rosannie Filato. Ça concerne 20.08. J'aimerais mieux comprendre le dossier. Est-ce que je comprends que la Ville va avoir la capacité bientôt de faire ce qui est dans les États-Unis, en Ontario, connu comme Amber Alerts, c'est-à-dire la Ville peut avoir accès au système provincial où il y a toutes sortes de données, questions d'urgence, et peut redistribuer ça. Est-ce que j'aurai dans l'avenir un message sur mon téléphone cellulaire qui dit, child abduction or fire closed the corner of this street and that street? J'aimerais mieux comprendre la capacité. Le dossier dit que le projet pilote n'a pas de coûts pour la Ville, mais il ne dit pas que la Ville n'aura pas de coûts dans le long terme. Il dit seulement que la Ville doit avoir certaines approbations provinciales. I mean, sounds like a good idea, but I'd like us all to understand exactly what is going to happen, which services are going to use this. The dossier says we're going to have 2 gestionnaires. Can you tell us what services they come from? I presume fire and police, but maybe I'm completely wrong, and perhaps you can tell us a little bit more about it. A lot of places have this. In Ontario, when I was visiting my son a while ago, I got a notice of something similar, and I just want to know how it's going to work. Merci.
Merci, M. Bertrand. M. Sylvain Ouellette. Merci, Monsieur le Président. Donc, en droit de réplique, sur Serviforêt, c'est le point 20.10, 80-20.10. Donc, premièrement, au niveau, évidemment, à chaque fois qu'on abat des freins, bon, évidemment, il y a des stratégies différentes, tout dépend si c'est sur rue. Là, dans ce cas-ci, c'est surtout dans nos parcs. Bien, évidemment, il y a toujours une stratégie pour, évidemment, replanter les arbres abattus. Et les stratégies peuvent varier. Donc, évidemment, un arbre sur rue, essentiellement, on ne peut que replanter un autre arbre sur rue. Il n'y a rien qui va pousser naturellement et qui va donner un arbre mature. Les arbres sur rue sont très spécifiques et ça va venir de notre pépinière municipale. Quand c'est en forêt, c'est un peu plus difficile. En fait, les stratégies peuvent varier. Donc, s'il y a déjà des jeunes pousses d'arbres qu'on souhaite avoir qui sont déjà dans le sous-bois, bien évidemment, l'éclaircie va faire en sorte que ces arbres-là vont prendre la place. Des fois, il se peut par contre que des espèces envahissantes comme le nerf brun, que s'ils ne sont pas abattus ou enlevés, bien, ça fait en sorte que c'est eux qui vont prendre toute la place qu'on ne veut pas, parce que ça va évidemment diminuer la qualité de nos sous-bois et éventuellement de nos forêts. Finalement, même aussi en milieu forestier, il y a toujours possibilité de reboiser si vraiment on est obligé justement d'éliminer au complet le nerf brun, donc faire quasiment une coupe à blanc. Donc, il y a ces différentes options-là qui sont possibles. Au niveau, évidemment, du transport, donc oui, c'est sûr que certaines règles ont été modifiées, mais nous, on a quand même notre propre règlement pour quand même éviter, de propager la concentration. Ce n'est pas parce qu'on retrouve la grille en tant que telle partout sur l'île de Montréal. On veut quand même essayer de diminuer les concentrations localement parce qu'évidemment, plus les concentrations sont élevées, bien, plus ça peut dégrader de façon accélérée les autres frênes qui sont soit en début d'infestation ou qui s'apprêtent à le devenir. Donc, c'est quand même important de suivre ça. Et pour terminer, bien évidemment, étant donné que des fois qu'on est dans des milieux naturels importants, il faut à tout prix respecter certaines périodes d'abattage précises. Donc, on peut penser justement quand les sols sont gelés. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qu'on fait l'hiver. Il faut aussi, dans certaines sections, il y a aussi des périodes de nidification qu'on doit absolument éviter. Donc, il faut absolument respecter ça. Donc, c'est assez complexe. Ça dépend évidemment de chacun des milieux. Bref, c'est plus complexe que sur les arbres sur rue, mais je tiens à rassurer M. Miellé, qui est malheureusement parti, que, ben oui, dans tous les cas, il y a des projets de remplacement d'arbres pour les frênes, mais aussi pour la canopée en général. Et dans le prochain plan triennal des mobilisations, vous allez pouvoir voir aussi notre volonté là, justement de continuer dans le verdissement de la Ville de Montréal. Merci. Merci, M. Ouellet. Mme Roselyne. Merci, Monsieur le Président. Donc, en droit de réplique au 20.08, en réponse au conseiller Rotran, donc le système se veut un système pour les plus grands incidents à la Ville de Montréal qui vont toucher une plus grande partie de la population. Effectivement, il n'y a pas de coûts qui sont associés à ça. C'est une entente avec le ministère de la Sécurité publique. Donc, il n'y a pas de coûts, il n'y a pas on ne s'attend pas à avoir de coûts non plus pour ce système, mais ce n'est pas pour des interventions qui seraient locales pour un enjeu de sécurité publique dans un arrondissement, par exemple, mais vraiment pour des actes plus importants sur le territoire montréalais. Si vous le souhaitez, je peux m'informer pour avoir plus de détails précis pour des incidents précis et vous l'envoyer, ça va me faire plaisir. Merci, Mme Filato. Alors, ces 5 dossiers sont adoptés. Monsieur le leader de la majorité. Monsieur le Président du comité exécutif m'indique qu'il a une réponse pour 2003, alors je ramènerai l'item maintenant. 80-2003. Exécutif et maire du Sud-Ouest également. Oui, merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, je reste un peu, donc en droit de réplique, je reste un peu dubitatif là, sur la demande qui m'a été faite, en fait, de pouvoir expliquer c'est quoi le résolu 1 et le résolu 3 du GDD CG 180685. Alors, c'est assez facile. Le résolu 1 était d'approuver l'entente et le résolu 3 était de mandater le directeur général pour la signer. Alors, c'est nécessaire de le faire, bien sûr, parce qu'on va recommander d'approuver la nouvelle entente et on va mandater le directeur général de le faire et
l'autoriser à signer un document, ce qui n'était pas écrit dans CG 18-06-85. Alors voilà, mystère éclairci. C'est quel dossier, ça? 2003, celui qu'on a suspendu, là. Alors, ce dossier est adopté. Monsieur le leader de la majorité. Alors, Monsieur le Président, nous poursuivons avec les items 2011 à 2015. Puis en 2011, on exerce la première option de prolongation dans le cadre du contrat accordé à 91 69 98 35 Québec Inc. En 2012, on conclut une entente cadre avec la compagnie de Mix Agrégats pour la fourniture d'abrasifs d'hiver. En 2013, on accorde un contrat de gré à gré à Hydro-Québec pour des travaux de raccordement de l'alimentation électrique permanente dans le cadre d'un projet de construction de la station pompage Rosemont. En 2014, on accorde un contrat de service professionnel à la firme Keolis Canada Innovation pour la planification et l'opération de navettes automatisées. Et en 2015, on conclut une entente cadre de gré à gré de service professionnel avec l'École nationale de l'administration publique pour de la formation existante aux gestionnaires. Alors, Madame la leader de l'opposition officielle, Madame Karine Boivin-Roy. Merci beaucoup. Alors, sur les dossiers 2012, 80-22, 80-20-14, alors donc, commençons par le premier des deux. Demix Agrégats conclure une entente cadre de 2 ans incluant une option de prolongation d'1 année pour la fourniture d'abrasifs d'hiver ainsi que la livraison sur demande. Bien sûr, Monsieur le Président, j'ai omis de mentionner qu'il s'agit des rapports de la Commission permanente des contrats. Alors donc, un appel d'offres public au montant estimé de 2,8 millions, incluant les taxes pour la période du 22 novembre 2019 au 30 avril 2021, pour lequel il n'y a eu qu'un seul soumissionnaire. Autoriser une dépense supplémentaire en prévision des possibles variations de quantité au contrat, totalisant un montant équivalent à 15 % de celui octroyé, soit 427 000, incluant les taxes, pour un total de 3,2 millions, incluant les taxes. Alors, c'est un contrat de biens et services d'une valeur de plus de 2 millions, pour lequel une seule soumission conforme a été reçue suite à un appel d'offres. L'écart est de plus de 20 % entre l'estimation interne effectuée pendant le processus d'appel d'offres et la soumission de l'adjudicataire. L'adjudicataire, d'ailleurs, en est à son 3e octroi consécutif pour un contrat récurrent. Donc, des réponses satisfaisantes ont été obtenues relativement aux 3 principaux éléments de ce dossier. D'une part, très peu de fournisseurs distribuent le produit requis par la Ville de Montréal. En effet, l'abrasif AB10M, dont le M signifie Montréal, bien que moins utilisé que le sel de déglaçage régulier, a été développé suivant une directive de la Direction générale de la Ville. Il s'agit d'un produit obtenu à partir d'une pierre lavée, exempte de poussière et de sel, que la Ville utilise seulement lors des grands froids. Il s'agit donc d'un marché de monopole pour un produit indispensable. Il est à noter que la Ville de Montréal paie actuellement moins cher que les villes de Laval et Longueuil pour ce même produit. D'autre part, en ce qui concerne l'écart de 27 % par rapport à l'estimé, il s'avère que le marché du sel a connu une importante hausse cette année, de l'ordre de 30 %, notamment en raison de l'augmentation des coûts de transport et de la difficulté à recruter et à retenir de la main-d'œuvre. Finalement, en ce qui a trait à la réception d'une seule soumission conforme, les commissaires de la Commission des contrats sont d'avis qu'il aurait été plus judicieux d'éviter la période des vacances de la construction pour lancer cet appel d'offres. Bien que la directive administrative pour l'industrie de la construction ne s'applique pas directement à cette industrie, ceci aurait peut-être pu favoriser la réception de plus d'une soumission conforme. La Commission souhaiterait dorénavant, d'ailleurs, pouvoir consulter la fiche d'approvisionnement pour les dossiers portés par le service de l'approvisionnement. En bout de ligne, les membres de la Commission ont constaté la conformité de ce dossier à l'unanimité. Enfin, 80-2014, Keolis Canada Innovation. Alors, il s'agit d'un contrat de service professionnel d'une valeur de plus d'1 million pour lequel une seule soumission conforme a été reçue suite à un appel d'offres. L'écart est de plus de 20 % entre l'estimation interne effectuée pendant le processus d'appel d'offres et la soumission de l'adjudicataire. Les membres ont confirmé à l'unanimité la conformité de ce dossier et ils ont obtenu toutes les réponses à leurs questions relativement à la réception d'une seule soumission conforme et à l'important écart observé entre l'estimé interne et le prix de l'adjudicataire. D'une part, en ce qui concerne le nombre de soumissions reçues, il n'existe que 2 entreprises dans ce domaine en émergence, voire futuristes, et elles ont toutes 2 soumissionné. Il s'avère cependant que la compagnie Transdev n'a pas obtenu la note de passage de 70 %. D'autre part, l'important écart de prix observé s'explique par la base de calcul utilisée pour produire l'estimé interne, et ce,
puisque celle-ci a été calculée à partir d'un prix spécial obtenu d'un autre fournisseur dans le cadre d'un précédent dossier, dont le projet n'a cependant pas été entrepris à ce jour. En outre, la Commission retient qu'il s'agit d'un marché en émergence qui devrait être maîtrisé au cours des 5 prochaines années, dans un domaine d'activité qui se déploiera seulement d'ici 10 à 15 ans. Merci beaucoup. Merci, Mme Karine Roy. Je cède la parole à M. Richard Gay. Président, contrairement aux dernières années, l'appel d'offres semble avoir été lancé un peu en retard. Et comme l'a mentionné ma collègue, 2012, excusez. Alors, et comme l'a mentionné ma collègue Karine Boivin-Roy, l'appel d'offres a été publié du 26 juin au 30 juillet 2019. Ce dernier se terminait en pleine période des vacances d'été de la construction, alors que l'encadrement administratif indique clairement qu'aucun appel d'offres ne doit être lancé ou se terminer durant les périodes de vacances de la construction. Selon cette fiche, le non-respect de cette politique entraîne une diminution du nombre d'entreprises et une réduction du temps nécessaire pour répondre à ces appels d'offres. D'ailleurs, la commission d'examen des contrats est claire à ce sujet et il mentionne, finalement, en ce qui a trait à la réception d'une seule soumission conforme, les commissaires sont d'avis qu'il aurait été plus judicieux d'éviter la période des vacances de la construction pour lancer cet appel d'offres. Bien que la directive administrative pour l'industrie de la construction ne s'applique pas directement à cette industrie, ceci aurait pu favoriser la réception de plus qu'une soumission conforme. Au final, nous nous retrouvons avec un seul soumissionnaire conforme et un prix en défaveur de 27,6 comparativement à la dernière estimation de la Ville. Une situation, M. le Président, qui aurait pu être évitée si l'on s'est fait au règlement de la subventionnée et à l'avis des commissaires. J'aimerais aussi, M. le Président, que l'administration nous explique pourquoi le choix des dates, de ces dates-là, pour l'appel d'offres. Par ailleurs, j'aimerais revenir sur le type d'abrasif choisi par l'administration pour cet hiver. On constate exactement que c'est le même produit que l'année dernière. Je me rappelle bien que mon collègue Dominique Perry, l'année dernière, avait posé une question sur l'entente cadre, à savoir si l'administration comptait aller de l'avant avec un sel de voirie moins polluant pour l'hiver prochain, soit cet hiver. M. Parenteau avait répondu: pour le moment, il n'y a pas de changement. On regarde pour changer certains éléments, mais effectivement, on va tendre vers d'autres types d'abrasifs, éventuellement, qui seront performants et qui assureront la sécurité des Montréalais sur l'ensemble des trottoirs de Montréal. On est un an après, M. le Président, il n'y a pas de changement. Alors, j'aimerais savoir si Projet Montréal a commencé à évaluer la performance environnementale et la performance sur le terrain d'autres types d'abrasifs. Est-ce que d'autres types d'abrasifs moins polluants seront choisis à court, moyen ou long terme? Enfin, il y a un dernier point qui a retenu notre attention. Le contrat va commencer le 22 novembre. Pourtant, vous n'êtes pas sans savoir que l'hiver est déjà là à nos portes. Elle est déjà commencée. Le sel de voirie, c'est primordial pour déglacer les trottoirs, c'est primordial pour les Montréalais qui ne glissent pas, et c'est primordial pour la sécurité de tous. Je comprends, M. le Président, qu'il n'y a pas de complot, là, mais il y a clairement une mauvaise gestion contractuelle de la part de l'administration. Et cette mauvaise gestion pourrait avoir un effet néfaste sur la qualité des services rendus aux Montréalais encore cet hiver, comme c'est le cas depuis 2 ans. Ma question est la suivante. Dans quelle mesure ce retard va-t-il affecter les services que la Ville de Montréal donne aux Montréalais pour le déneigement? On va accepter d'aller de l'avant avec le dossier pour ne pas remettre en cause, M. le Président, la bonne voie et de la sécurité des Montréalais. Merci. Merci, M. Guy. Je cède maintenant la parole à M. Alain de Souza. Merci, M. le Président. Alain, excusez-moi. Oui. Alors, ça commençait par A. Alain, comme vous voulez. Je suis souple sur les moyennes, mais je tiens sur les résultats. Monsieur le Président, mon commentaire est sur item 24, et puis ça c'est sur l'octroi du contrat à la firme Keolis Canada Innovation. Donc, je pense que ça va être M. Eric Allen Caldwell qui pourrait être la personne qui peut nous fournir certaines informations. Ici, dans ce contrat, M. le Président, on a l'information vis-à-vis cet octroi du contrat, et le contrat est accordé pour la planification et l'opération des navettes automatisées.
dans un projet pilote sur les voies publiques de Montréal. Donc, je souhaiterais, le dossier est silencieux sur la question pour la réalisation de ce mandat, quels sont les endroits qui sont peut-être visés, quels sont les critères qui pourraient être faits, est-ce qu'on peut avoir une idée s'il y a des endroits déjà identifiés. Je sais que M. Caldwell et nous, on a partagé cette information déjà 1 an quelques, qu'on a regardé ce dossier, mais on n'a pas eu de suite à cette rencontre, quand il était assez ouvert de partager des défis qui viennent avec ce mandat. Donc, je souhaiterais peut-être, s'il peut partager avec nous, l'endroit choisi et par la suite, sinon, quelle est la suite à donner, quels critères va utiliser pour choisir le lieu concerné par ce dossier. Merci, M. le Président. Merci, M. De Souza. M. Jean-François Parenteau. Merci, M. le Président. Alors, premièrement, je me posais la question, M. Gay, pour ce conseil. M. Gay? Alors, je vais lui répondre. Alors, il est pas là, mais je vais lui répondre en droit de réplique pour le 20 et 12. Alors, je me posais la question, justement, quelle serait la question, parce que, somme toute, on a eu de belles opérations la semaine passée avec la tempête qu'on a eue, puis j'aimerais remercier l'ensemble des arrondissements pour la collaboration sur une tempête qui nous est tombée dessus assez précipitée. Puis la réponse a été, l'ensemble a été très bonne. Alors, je vous en remercie. Pour ce qui est de l'appel d'offres pour des dates, il l'avait quand même précisé, il n'y a pas eu d'impact réel là, sur les appels d'offres. On n'a pas beaucoup de joueurs dans le milieu du sel, surtout avec les quantités que Montréal demande à chaque année. Pour ce qui est exactement... Ah, bonjour, M. Gay, bienvenue. Alors, pour ce qui est des tests qu'on a faits, oui, la Ville de Montréal a fait différents tests au niveau de la saumure de betterave ou d'autres produits pour essayer d'avoir des performances un peu plus écologiques. Présentement, il n'y a rien qui a atteint les standards qu'on voulait, justement au niveau des besoins qu'on avait. Somme toute, puis pour me l'avoir rappelé à quelques reprises lors des conseils l'hiver dernier, l'importance d'avoir des abrasifs qui fonctionnent très bien, surtout dans des périodes où on a des pluies abondantes avec des gels rapides. On doit avoir des abrasifs et des déglaçages qui fonctionnent rapidement et fortement. Alors, dans ce cas-ci, présentement, ce qu'on a fait comme test, ce n'est pas concluant pour assurer une sécurité au niveau des Montréalais, et c'est pour ça qu'on continue avec le même type d'abrasif. Mais toutefois, l'innovation est toujours au rendez-vous et on va s'assurer de rester à l'affût afin de trouver le meilleur produit pour la sécurité et ensemble aussi pour la sécurité de la planète. Merci, M. Parenteau, de votre intervention. Alors, ces 5 dossiers sont adoptés. M. le leader de la majorité. Monsieur le Président, nous allons réunir et je serai à nouveau appuyé de mon cas. Oui. Oui, j'ai remarqué que vous avez posé une question. Vous avez posé une question, mais la personne auquel vous avez posé la question n'est pas ici actuellement. Je lance l'invitation, parce qu'il y a un membre de l'administration qui sont capables de nous donner l'information. Monsieur le leader. Je présumais peut-être M. Caldwell, mais s'il y a un autre, ça va. je serais très heureux d'avoir compris votre intervention. Monsieur le leader de la majorité. Oui, bien, pour ma part, moi, j'ai entendu que les points avaient été adoptés. Là. Ça va, je les ai adoptés parce qu'il n'y a pas personne qui était sur mon registre. Alors, et voilà.